Je tiens à vous saluer toutes et tous, je dirais en vos grades et hautes et nombreuses compétences et qualités. C'est un vrai bonheur de se retrouver ici en votre présence et en votre compagnie. D'une part parce que cela fait des mois et des mois que nous nous mobilisons pour faire en sorte que la francophonie parle d'une voix forte et soit fortement présente par ces 80 États et gouvernements à ce moment crucial, cette conférence sur le climat, cette conférence de haute lutte contre le réchauffement climatique, à la fois sur deux pôles, la lutte et tout ce qu'il faut mobiliser sur l'atténuation du réchauffement climatique pour que nous arrivions en bout de ligne avec un accord et des moyens déployés pour réduire ce réchauffement et en arriver aux 2 degrés centigrades. Il faut y croire, il faut tout faire pour cela, mais aussi au niveau de l'adaptation, et cela a à voir avec le développement, faire en sorte que sur les fonds mobilisés, il y ait un plein accès pour les pays en développement, les pays moins avancés, qui sont les moins producteurs de gaz à effet de serre, mais qui pourtant sont les plus affectés par les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Un ensemble de jeunes qui se connaissaient déjà depuis un bon moment, qui avaient déjà collaboré sur divers projets d'innovation numérique de type professionnel ou de type privé. Et moi en particulier, je travaille sur les réseaux de capteurs. Et j'ai toujours pensé qu'en Afrique, les capteurs pouvaient servir à régler des problèmes réels, surtout dans un continent où il y avait très peu de structuration. Et donc dès que ce concours a été lancé, je me suis rapproché de mes partenaires aujourd'hui, avec qui j'ai dit à travailler pour dire, ben voyez, à ce concours, il y a cette idée qui m'a toujours hanté. Qu'est-ce que nous pouvons en faire pour que ça donne un projet pratique, okay, qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés spontanément derrière une même idée, apportant nos contributions chacun et apportant le jour ou bien pendant les 55 heures notre expertise en développement d'applications chacun pour pouvoir développer la plateforme logicielle que nous avons appelée Sisileco. Ouais. Alors nous, à la base, nous étions 2. Donc on venait de sortir d'un concours dans le même genre. Donc on était à fond et on voulait vraiment régler des problèmes, créer quelque chose. Parce qu'on a aimé le fait d'avoir créé quelque chose qui pourrait aider tout le monde. Et vu que moi je suis dans l'architecture, donc quand on dit environnement, je suis vraiment impliqué. Donc ce side event intitulé Les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, outils de résilience face au changement climatique, portera donc sur les AMP en Afrique de l'Ouest, comment ils arrivent donc à contribuer au développement durable de l'Afrique de l'Ouest, mais comment elles servent comme laboratoire de développement durable et surtout comment elles contribuent à la résilience face au changement climatique. Sans tarder, je vais passer la parole à M. le directeur de l'IFDD. Alors bonjour à tous. Sans protocole particulier, je souhaite simplement vous souhaiter la bienvenue sur le pavillon de l'OIF et de l'IFDD. C'est un pavillon que, comme je le rappelais hier, que nous avons intitulé l'arbre à palabres de la francophonie. Vous êtes donc ici chez vous et pour abriter un certain nombre non pas de side event, mais d'événements parallèles. Quand on parle d'AMP, de changement climatique et du rôle des AMP, il s'agit de bien comprendre que ce qu'on veut protéger, en l'occurrence, c'est un service écosystémique en matière de changement climatique. Les AMP peuvent nous donner des services, donnent des services écosystémiques, on verra un peu plus en détail lesquels, mais vous comprenez tout de suite qu'une aire marine protégée peut avoir comme objectif de conservation un certain nombre de choses qui sont liées au fonctionnement des écosystèmes et qui nous permettent soit de renforcer l'adaptation ou l'atténuation des questions de changement climatique. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut regarder l'AMP face au changement climatique. Alors je vous souhaite tous la bienvenue. Nous allons parler ce matin des défis présentés par les villes
pour la transition énergétique et le développement durable, et en même temps des opportunités qu'on pourrait mettre en face de ces défis et voir comment, dans nos programmes, nous allons intégrer la planification urbaine, nous allons intégrer l'urbanisation et la construction durable au sein de nos nouveaux programmes au niveau de la francophonie. Comme vous le rappeliez, effectivement, la croissance attendue dans les villes est extrêmement forte, puisqu'on estime aujourd'hui que 70% de la population mondiale sera urbaine en 2050. Et cette croissance est attendue pour la majeure partie dans les villes d'Afrique et d'Asie, et en particulier dans les villes moyennes, c'est-à-dire celles de 1 à 5 millions d'habitants. Et tout le défi, bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici, consiste à faire en sorte que cette croissance des villes soit une croissance verte, et que l'adaptation au changement climatique soit perçue comme une opportunité et non comme une contrainte. Cela dépendra des solutions technologiques que nous saurons développer et des capacités qui seront mobilisées pour financer les investissements nécessaires. Mais l'autre levier essentiel sans lequel rien ne bougera, c'est la volonté politique d'engager les villes dans l'adaptation au changement climatique. Et les élus locaux sont en première ligne pour porter cette vision d'un développement vert de leur ville. C'est-à-dire qu'ils doivent être en mesure de créer une dynamique au niveau du territoire qu'ils administrent pour mobiliser les services de la ville et aussi les populations, les secteurs associatifs et le secteur privé, sans parler des autres acteurs, des universités, etc. Il y a une histoire. Et pour arriver à cette initiative, finalement, c'est tout ce patrimoine qui, à un moment donné, nous a questionnés, c'est qu'on a eu envie de remettre en musique différemment et de créer cette initiative. Et l'histoire est toujours importante, la mémoire, parce que la mémoire, c'est aussi pour ne pas reproduire des initiatives qui n'ont pas donné les fruits attendus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est assez confiant par rapport à cette vision qu'on a de mutualiser les forces, parce que c'est peut-être le bon moment. Effectivement, comme l'a rappelé Jean-Pierre et Julie, les villes sont au cœur des défis, et aujourd'hui, plus qu'hier encore, et plus que demain, évidemment, c'est aujourd'hui que doivent se mettre en place les actions qui vont changer quelque chose. Donc, tout ça pour dire que le sujet du bâtiment des villes, tous les acteurs, la francophonie ou d'autres, nous, Énergie 2050, évidemment, on a les mains dedans depuis des décennies ou des années, avant même que l'Énergie 2050 soit créée, les membres qui le sont. Je voudrais juste revenir sur quelques petits chiffres pour justifier l'initiative, pour que vous la compreniez. Le milieu vient d'arriver, merci Stéphane. Et donc, juste peut-être pour vous dire que ça a déjà été introduit, mais il faut aussi qu'on se réalise face à quoi on est confronté. Sur les changements climatiques, le CRDI travaille depuis 2006 à contribuer à former ou à aider le développement de la formation de plus de 1000 chercheurs dans 150 institutions, dans plus de 70 pays, plusieurs francophones, notamment en Afrique de l'Ouest, mais également a mis en place des structures où est-ce que la recherche peut se conduire à travers des équipes bien intégrées multidisciplinaires. Il y a plus de 450 projets de recherche qui ont été financés au cours des 10 dernières années par le CRDI, et ce qui a donné lieu à près de 250 innovations qui ont été testées en milieu réel, en situation réelle, à des échelles diverses. Je vous donne deux exemples du type d'intervention que le CRDI aide à financer. Au Bénin, une initiative pour un développement intégré a regardé, et je regarde mes notes pour ne pas dire conneries, qui a regardé le financement de comités de veille météorologique. Ces comités-là, au niveau du Bénin, il y en a à peu près plus de 75. Il y en a plus de la moitié avec lesquels on a travaillé sur deux aspects. Un, la prévention du risque. Ces communautés-là, à travers des approches de participation, non seulement avec les communautés, mais avec les décideurs et avec les scientifiques, ont mis au point des plans d'action d'urgence face à des changements climatiques abrupts. On a organisé une grande conférence scientifique à l'UNESCO au mois de juillet. Certains y participaient, qui d'ailleurs fait apporter des éléments qui jouent un rôle très important dans la négociation actuelle pour la COP21. Et sans qu'on ait à rien dire, certains des organisateurs de cette conférence, qui étaient des scientifiques français ou étrangers, et qui n'avaient jamais travaillé que dans le Nord, spontanément, avant même qu'on le leur souffle, ont dit devant les ministres, devant Ségolène Royal, que le truc qui les avait le plus frappé dans cette conférence, c'était la participation massive. Près de la moitié des délégués étaient des scientifiques du Sud.
et notamment l'Afrique francophone, et c'était la qualité de la contribution qui a été faite. À cette séance d'information francophone sur le fonds d'adaptation, au nom de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, je veux rapidement vous souhaiter la bienvenue à ce pavillon francophone qui est aussi un espace d'échange pays et partenaires francophones. La question que nous allons aborder cet après-midi porte sur les questions de financement et notamment par rapport au fonds d'adaptation climat, les opportunités qui se présentent, mais aussi les perspectives. C'est une question extrêmement importante qui est des questions centrales pour ces négociations qu'on a réussi à Paris. Comme vous savez, le fonds d'adaptation est opératif depuis 2010 et on a financé un bon nombre de projets dans la région africaine et aussi dans les autres régions des Nations Unies. Et on était les fonds pionniers dans l'accès direct. On a déjà 20 entités nationales de mise en œuvre accréditées auprès du fonds et encore des autres qui sont prêts à le faire. Donc on a fait un bon bout de chemin. Mais à présent, les défis pour le fonds d'adaptation, c'est de continuer et d'assurer sa durabilité financière, qui est vraiment un risque. Et c'est là l'un des défis que nous venons de confronter à la COP, ici à Paris. On espère que l'adaptation aura un lieu important dans le nouvel accord, que l'accord de Paris reconnaîtra l'importance de l'adaptation parce que à présent, chaque personne ne conteste que l'adaptation est aussi importante que l'atténuation, et surtout pour les pays en voie de développement, et que tous les fonds ont un rôle à jouer. Le rôle du fonds d'adaptation est assez bien défini. On finance des projets concrets, des tailles moyennes ou petites, disons, qui peuvent être répliqués et dans l'escale peuvent être augmentés avec des financements d'autres sources. L'initiative que vous prenez ce matin, vous voulez marquer le coup. Comme quoi le Québec est vraiment souverain et indépendant au niveau de l'environnement, se distingue de toutes les autres provinces canadiennes, se distingue du Canada pour affirmer sa souveraineté environnementale, devenir un leader mondial. Deux choses. D'abord, je suis très fier du Québec. Je suis très fier de ce qu'on a comme qualité, comme chose à apporter au monde, les Québécois. Nos relations internationales, depuis que Paul Gérard-Lajoie a exprimé ce principe-là, sont gouvernées par un principe très simple qui porte son nom. Tout ce qui est de compétences chez nous et de compétences québécoises partout dans le monde. Alors, les ressources naturelles, la question du changement climatique, c'est directement dans nos compétences, comme c'est le cas pour d'autres États fédérés dans le monde. Alors moi, je suis, comme vous le savez, convaincu que l'avenir du Québec passe par l'appartenance à la Fédération canadienne. Je pense que vous le savez bien. Cependant, j'ai l'intention que le Québec joue pleinement son rôle international dans la tradition de nos relations internationales, comme elles ont été établies depuis les années 60, et même plus encore. En fait, ce qu'on fait avec le changement climatique, M. Laforêt, c'est d'ajouter un versant nouveau à nos relations internationales. Vous savez, je pense que c'est un peu l'introduction de votre question. On a parlé beaucoup au début de langue, d'éducation, de culture. On continue à faire beaucoup ça dans nos représentations internationales. On fait beaucoup d'économies, de relations avec nos entreprises, d'exportation. Et cette question des changements climatiques, pour moi, c'est devenu un nouveau volet des relations internationales. Si je peux me permettre, je dirais qu'avec cette contribution exceptionnelle du Québec, il est vrai que le gouvernement du Québec lance un message très fort, fait preuve d'un grand leadership, et ce leadership est nécessaire. Écoutez, là où nous sommes aujourd'hui, on a besoin d'envoyer des signaux qui sont importants en termes de développement solidaire. On ne pourra pas atteindre les objectifs fixés qui se doivent d'être ambitieux avec l'accord final si nous n'avons pas des contributions de qualité. Or, je trouve que le fait que le Québec ait misé sur la dimension de l'adaptation, soutenir la capacité d'adaptation des pays les plus heurtés par les réchauffements climatiques, envoie le signal qu'il faut, parce que c'est là où le bas blesse en ce moment. C'est là où nous sommes en faiblesse, et c'est là où les négociations, en tout cas,
des négociateurs francophones vont mettre le plus d'accent. C'est à peine 20% jusqu'à présent des sommes dédiées qui iront à l'adaptation. Et l'accès pour les pays les moins développés et les plus affectés par les changements climatiques à ce financement, même ce 20%, n'est pas totalement assuré. Donc je trouve que le geste que vous faites, et les Québécois se doivent en être très très fiers, et M. Gore l'a dit tout à l'heure, est capital dans l'état actuel des négociations. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Où il faut donner davantage de compétences en matière de changement climatique, mais où il faut surtout donner davantage de ressources aux autorités locales pour le permettre de faire face efficacement, notamment à ces Alors, pour cela, il ne s'agit pas simplement de réclamer haut et fort, mais il s'agit aussi d'argumenter. C'est pourquoi dans le plaidoyer, monsieur le gouverneur d'Abidjan de la République, il est très important d'avoir les pays régionaux. Nous félicitons vraiment l'AMF d'avoir pris comme priorité l'étude et notamment une revue de la documentation, de la législation existante dans ce domaine-là, pour nous permettre de pouvoir construire un plaidoyer réaliste.